Et nous sommes de retour sur la chaîne Bâtir en Ile-de-France. Je peux enlever mon masque, puisque nous sommes à bonne distance avec Pierre-Yves Bournazel, mon invité du jour. Bonjour, monsieur Bournazel. Vous êtes député de Paris, député à Agir. Exactement. Bien ça. Je me Agir ensemble, précisément. Voilà, parce qu'on s'y perd beaucoup. Il y a quand même beaucoup d'étiquettes de la majorité. Vous êtes dans la majorité ou pas? Ah oui, clairement, dans la majorité présidentielle, oui. Très bien. Et merci d'être avec nous. En tout cas, vous avez voulu être maire de Paris. Et c'est très important que je dise ça, puisqu'on va parler de logement à Paris. On accueille encore chaque année 50 000 nouveaux habitants. Comment on fait pour accueillir ces 50 000 nouveaux habitants, selon vous? Ouais, je crois que la problématique du logement, elle ne se pense pas à Paris, elle se pense à l'échelle du Grand Paris. Oui. Parce que nous avons, à l'échelle du Grand Paris, un destin commun. Comment on est attractif sur le plan économique, comment on est compétitif, comment on assure la qualité de vie pour celles et ceux qui y vivent et celles et ceux qui viendront y vivre. Et ça passe évidemment par le logement de toutes et de tous. Celles et ceux qui travaillent, bien sûr, qui viennent construire leur vie professionnelle et familiale, mais aussi de toutes les générations et de toutes les conditions sociales. Et pour ça, ça nécessite de dépasser l'égoïsme municipal et de mettre au pot commun des responsabilités pour qu'à l'échelle du Grand Paris, on puisse agir de manière plus efficace pour trouver des solutions en matière de logement. Car Paris, aujourd'hui, est une petite ville en réalité, de 105 km², 87 même km² si on retire le bois de Boulogne et le bois de Vincennes. Ouais. Et ce n'est pas à Paris intramuros qu'on va trouver des solutions pour résoudre le sujet du logement, même si Paris doit y contribuer manifestement. Vous le dites, bien vivre à Paris, bien vivre en Ile-de-France. Et j'ai commencé ma question, 50 000 nouveaux habitants chaque année à Paris, mais bien évidemment en Ile-de-France c'est encore plus important. On nous a parlé d'un exode des Parisiens après le confinement. Vous y croyez, vous, à cet exode? Aller vivre dans les campagnes pour une meilleure qualité de vie? Oui, ça existe, oui, bien sûr. Il y a un phénomène, parce que Paris est une ville chère en termes d'accès au logement, est une ville où un certain nombre de services ne sont pas forcément toujours au rendez-vous. Et puis il y a les questions de la métropole, la ville est bruyante, la ville est polluée, la ville peut être stressante au quotidien, et quand on le peut, parce que tout le monde ne le peut pas, eh bien un certain nombre de Parisiens ont fait le choix soit de partir dans des métropoles françaises, soit plus à la campagne, soit dans des métropoles européennes. Donc il faut qu'on arrive à garder notre attractivité. Et pour ça, il faut penser Grand Paris, parce qu'on a besoin d'une région capitale extrêmement dynamique sur le plan économique, profondément écologique, et qui soit en capacité de bien accueillir celles et ceux qui pourront y travailler demain. Et ça passe par des politiques publiques d'accueil, notamment politiques pour les enfants, les écoles, de réduction de la pollution, de réduction du bruit, d'une meilleure fluidité aussi de la circulation qui passe par le renforcement des transports en commun. Enfin, il y a beaucoup de choses à porter et il faut le faire à l'échelle du Grand Paris. On va parler de construction dans quelques secondes, mais j'ai une question forcément. Est-ce qu'un jour, vous quitterez Paris ou pas du tout? J'en sais rien. Pour l'instant, moi, j'ai la chance d'être heureux et épanoui à Paris. Mais c'est vrai que je vois bien la galère pour de nombreux Parisiens, de nombreux Franciliens, de vivre dans la région capitale. C'est très cher, vous l'avez dit, c'est très cher. Et bien sûr, c'est des sujets dont on doit se préoccuper. J'ai fait beaucoup de propositions depuis de nombreuses années et elles sont toujours dans le débat public. Et modestement, j'essaye de contribuer à convaincre les décideurs à l'échelle nationale comme à l'échelle locale. On a reçu plusieurs invités politiques depuis maintenant quelques mois sur cette chaîne Bâtir en Ile-de-France. Et on parle toujours des mêmes sujets. Comment loger donc à Paris, en Ile-de-France en règle générale? Comment construire plus de logements? On parle de faire des immeubles à plus grands étages. Est-ce que vous pensez qu'on peut construire plus haut? Ou est-ce que ça va, je veux dire, dégrader un peu le visuel de Paris, de la ville de Paris, de l'Île-de-France? Ça dépend de quoi on parle. Moi, je sépare Paris intramuros avec le reste de l'Île-de-France. Paris, c'est un patrimoine particulier. Et moi, je suis contre l'hyperdensification de Paris. Je le disais tout à l'heure parce que Paris est une petite ville en termes de superficie. 105 km², 87 si on retire les deux bois. Et si on considère qu'on va résoudre la crise du logement en s'occupant que de Paris, on se trompe. Donc c'est à l'échelle du Grand Paris qu'il faut inventer là les nouveaux projets stratégiques, économiques, immobiliers, pour assurer une qualité de logement et d'activité et d'emploi. Rapprocher évidemment le lieu d'habitation du lieu de l'emploi. Et ça doit se faire par une stratégie aussi de transport en commun pour faciliter la vie au quotidien des Franciliennes et des Franciliens qui travaillent. Et puis Paris doit prendre sa part. Alors qu'est-ce qu'on peut faire à Paris? Dans la transformation économique qui s'annonce, il y a un certain nombre de bureaux qui sont usagés, qui ne correspondent plus du tout à la nouvelle économie. Par exemple, ces bureaux pourraient être transformés, pour une part d'entre eux, pour des logements, notamment pour les classes moyennes, afin de remettre, notamment au cœur de certains quartiers de Paris, des familles, de la population. Bien sûr. On peut construire
quand c'est nécessaire, on peut rénover et réhabiliter, mais il ne faut pas le faire, je le dis très clairement, au détriment de la qualité de vie. Et c'est donc à l'échelle, encore une fois, du Grand Paris que l'on peut construire les projets immobiliers dont on a besoin. Alors là, est-ce qu'on peut construire plus haut? Dans certains quartiers de l'Île-de-France, pourquoi pas? Après avoir consulté évidemment les élus locaux, on peut faire des choses. Il ne faut pas hésiter à avoir un urbanisme qui soit un urbanisme créatif, inventif, écologique et qui corresponde évidemment aux besoins des habitants. Pierre-Yves Bournazel, on l'a compris, vous mettez l'accent sur le Grand Paris. C'est intéressant de mettre l'accent sur le Grand Paris. Ça veut dire comment on peut réussir à convaincre ces maires du Grand Paris de plus construire? Parce qu'on a des promoteurs qui nous regardent et qui, quelquefois, galèrent pour les convaincre de construire. Comment on peut encourager ces maires? On sait qu'il y a eu des primes à la construction, mais aujourd'hui, concrètement, en 2021, fin 2021, après la crise sanitaire qu'on a vécue, la crise économique qui s'est enchaînée, comment on peut encourager les maires à bâtir en Ile-de-France? Alors vous savez, moi j'ai depuis de nombreuses années une proposition qui est politiquement incorrecte, c'est que je souhaite justement qu'il y ait une simplification administrative et que ce soit à l'échelle du Grand Paris qu'on décide de la stratégie du logement, du nombre de logements dont on a besoin, de logements neufs, des constructions pour qu'on évite les égoïsmes municipaux. D'un côté des maires qui refusent complètement de construire parce qu'ils souhaitent garder leur population, de l'autre celles et ceux qui veulent construire que du privé, les autres qui veulent construire que du logement social. Bref, il faut sortir de ces postures idéologiques et mettre au pot commun la gouvernance du logement et de l'urbanisme à l'échelle du Grand Paris pour bien se mettre d'accord sur les besoins vis-à-vis de l'activité économique et de la qualité de vie des habitants et prendre les décisions en commun pour que chaque commune participe à cet effort-là par rapport aussi à ce qu'elle peut faire, parce qu'il y a des communes qui ont beaucoup d'espace, d'autres qui en ont moins, etc. Et selon la situation aussi des transports en commun, car je crois que les nouveaux projets doivent être proches des transports en commun pour faciliter le rapprochement entre le lieu d'habitation et le lieu du transport en commun, mais de manière générale entre le lieu du travail et le lieu d'habitation. Voilà. Et à l'heure du télétravail, qui peut révolutionner un certain nombre de métiers, pas tous, loin de là, parce que tout le monde ne peut pas faire du télétravail, mais celles et ceux qui peuvent faire du télétravail, ça va modifier complètement leur mode de vie au quotidien et donc complètement modifier l'attractivité aussi du Grand Paris et de l'Île-de-France. Et c'est des sujets qu'on doit prendre à bras-le-corps et on ne peut pas le faire commune contre commune, mais plutôt ensemble. Et donc remettre la responsabilité, encore une fois, à l'échelle du Grand Paris, c'est-à-dire au fond de la métropole région capitale. Vous voulez être président du Grand Paris? Tout à l'heure, j'ai l'impression que c'est... Non, je rassure celles et ceux qui s'en occupent. Non, mais j'ai la passion de Paris. Et comme député du 18e et élu au Conseil de Paris, je m'engage pleinement à Paris. Je sais que l'avenir de Paris, c'est le Grand Paris. Et que ce n'est pas Paris, contre le Grand Paris, mais c'est Paris avec le Grand Paris. Il y a un sujet qu'on aborde beaucoup en ce moment, c'est l'artificialisation des sols. C'est très dur à dire, pour moi en tout cas. L'artificialisation des sols. Et on parle beaucoup de cette artificialisation zéro, net, sur les sols. À Paris, c'est encore valable, en Ile-de-France, c'est encore valable de parler de ça, alors qu'on sait que les courbes se sont inversées, en quelque sorte. On a continué à construire beaucoup, et on a baissé cette artificialisation des sols. Pardon. Oui, c'est un sujet, justement, pourquoi je insiste sur mon idée du pot commun à l'échelle du Grand Paris, c'est parce que chacun va pouvoir s'exprimer au-delà des clivages politiques et des intérêts électoraux des uns et des autres, et de voir comment, justement, on va pouvoir mettre en place des projets, et où on peut les mettre. En termes de nombre de logements, en termes de qualité de logement, en termes de qualité architecturale, de qualité écologique de ces bâtiments, parce qu'on peut faire des choses. Et moi, je préfère qu'on fasse de la qualité. Et donc, on privilégie ce rapport avec les constructeurs et leur permettre de faire de la qualité avec les moyens de la puissance publique, plutôt que de rechercher toujours une politique de chiffres qui finit toujours par créer, en fait, des inégalités territoriales et des inégalités sociales. Donc, oui, il faut mener des projets. Oui, on a besoin de projets. On a besoin de logements. On a besoin de construire. On a besoin de construire de manière écologique. On a besoin de construire de manière réfléchie auprès de ces nouvelles gares qui vont aussi émerger avec le Grand Paris Express. Et on a besoin de construire pour celles et ceux qui vont venir travailler et renforcer la compétitivité de Paris, Grand Paris, c'est-à-dire la ville-monde qui est en concurrence avec Londres, avec New York et avec évidemment beaucoup de grandes métropoles internationales. Vous avez dit quelque chose qui m'a intéressé là, c'est construire écologique. Donc avec les nouveaux matériaux, biosourcés par exemple? Bien sûr, on peut faire, il faut faire le maximum. Voilà. Vous êtes écolo vous-même? Oui. J'assume complètement depuis de nombreuses années. Je suis par exemple le seul député parisien à avoir voté pour l'interdiction du glyphosate. Je suis très actif à l'Assemblée sur les questions écolo. Et je pense que la construction aujourd'hui est capable de le faire. Mais simplement, un promoteur, un constructeur doit s'y retrouver. C'est ça. Donc la puissance publique doit pouvoir financer des projets de qualité
écologique et donc de mettre les moyens, plutôt qu'à chercher à faire du chiffre toujours plus vite, Oui. toujours plus. Il faut surtout faire de la qualité pour que celles et ceux qui vont vivre dans notre région aient vraiment envie d'y rester et de s'y épanouir. Et qu'on fasse de la qualité, car quand on ne fait pas de la qualité, ce n'est pas bon pour les promoteurs à long terme, pour leur image, ce n'est pas bon pour les villes et pour les élus qui ont décidé. Donc il faut absolument que les responsables politiques puissent travailler main dans la main avec les promoteurs constructeurs pour mener des projets, simplifier la vie administrative aussi, simplifier les responsabilités pour aller plus vite aussi dans la délivrance des autorisations et des permis, à condition d'avoir des critères écologiques évidemment les plus élevés. Autre sujet, parce que ça arrive bientôt, 2024, Paris 2024. Vous êtes sportif vous-même? Je cours 2 fois par semaine. Je ne sais pas si c'est être sportif, mais en tout cas, Ok. je fais un peu de sport, oui. Très bien. Paris 2024, c'est une bonne nouvelle? Les Jeux Olympiques oui, à Paris? oui, c'est une très bonne nouvelle, parfaitement, parce qu'on a besoin de remettre les projecteurs internationaux sur notre pays, Ouais. sur Paris, sur le Grand Paris. C'est un projet d'abord sportif, les Jeux Olympiques et Paralympiques. C'est évidemment des Jeux qui ont été préparés. J'en remercie beaucoup tous les acteurs. J'ai moi-même modestement participé lorsque j'étais à la région Île-de-France en charge de ce sujet-là, avec Anne Hidalgo, maire de Paris, avec l'État à l'époque de François Hollande, avec son ministre Thierry Braillard et Patrick Caner, avec Tony Estanguet, Bernard Lapasset, le monde Président, sportif, et toutes celles et tous ceux qui sont derrière. Donc vraiment, on a besoin de réussir ces Jeux Olympiques et Paralympiques. Et on a besoin d'en profiter pour montrer tous nos savoir-faire C'est ce que j'allais vous demander. et de travailler sur l'héritage. Alors sur l'héritage, mais même un peu sur les infrastructures pardon, à Paris. C'est-à-dire qu'on peut en profiter pour essayer de renouveler les installations sportives notamment, qui sont un peu vétustes. Bien sûr, on a besoin de rénover nos installations sportives. Je propose aussi depuis de nombreuses années, je l'ai redit la semaine dernière au Conseil de Paris, dans une proposition constructive à la maire, Madame Hidalgo, je suis pour que, par exemple, nos établissements municipaux et nos établissements scolaires puissent le soir, le week-end ou pendant les vacances s'ouvrir davantage aux activités sportives et culturelles d'ailleurs, parce que c'est pas toujours facile de faire du sport et il faut qu'on soit une grande nation sportive et les Jeux Olympiques et Paralympiques peuvent y contribuer. Une grande nation sportive, pourquoi? Parce que c'est aussi un sujet de santé publique et de bien-être dans la société pour soi-même. Donc ça, c'est important. Et puis il y a l'héritage derrière, c'est-à-dire une fois qu'on attire les projecteurs sur notre pays, sur notre région capitale, c'est de montrer nos savoir-faire, notre productivité, notre capacité d'inventivité, de créativité, donner envie d'investir dans notre pays. On en a besoin et donc on dit à tous les investisseurs du monde entier qu'ils sont les bienvenus aussi en Île-de-France et à Paris. On leur dit, vous êtes les bienvenus en Île-de-France et à Paris, il faut en Welcome. profiter. Welcome. Vous êtes bilingue? Non, Ouais, très même bien. si je prends des cours d'anglais en ce moment. D'accord, ok. Moi, j'en Je les prends pas et je suis reprends pas en tout bilingue. cas. D'accord, très bien. On va finir par un que oui que non, Pierre-Yves Bournazel. Oui, Vous devez répondre que par oui ou que par non. c'est dur ça. Oui, bon, vous verrez. Surtout pour un homme nuancé et modéré. Voilà, c'est ça, exactement. Faut trancher quelquefois. Que oui que non. Est-ce que Valérie Pécresse sera présidente en 2022? Je crois que non. D'accord. Vous croyez et vous espérez que non ou... Je crois que non, mais je n'en sais rien parce que c'est les Français qui décideront. C'est Mais vrai. à ce stade, à ce jour, je crois que non, mais je lui souhaite bonne route. Que oui que non. Est-ce que vous pensez que le PSG gagnera la Ligue des Champions cette année? Oui, je l'espère. Donc, vous croyez Je ne pas, suis vous pas espérez? sûr, D'accord. parce qu'il y a une compétition très difficile, mais oui, je l'espère. Je soutiens en tout cas le PSG, oui. Que oui que non. On en parlait tout à l'heure de l'écologie, les éoliennes, avenir de l'énergie en France. Pas seulement, il y a beaucoup d'autres formes d'énergie qu'il faut évidemment utiliser, d'énergie renouvelable, il n'y a pas que l'éolien. Nous avons besoin notamment de développer l'énergie solaire et nous avons besoin d'assumer la sortie de notre économie carbonée. Et donc pour ça, nous avons besoin d'investir, de changer nos modes de production et de consommation. Et tout ça doit se faire au service d'une politique de croissance intelligente, écologique. Je n'oppose pas l'écologie à la croissance. Je pense qu'elles sont tout à fait conciliables, notamment par le changement des formations professionnelles, l'investissement vers le travail de demain, l'économie verte. Tout ça, ce sont des enjeux majeurs. On peut le faire. Vous comprenez quand même le débat autour des éoliennes, parce que tout le monde en parle en ce moment. Les éoliennes, Oui, les mais... mini-centrales nucléaires que le président Macron propose. Comment on peut se placer, comment on peut comprendre tout ça en fait? Mais nous avons besoin de réfléchir à notre énergie, c'est-à-dire la société de demain. On a besoin de sortir des énergies fossiles. D'abord pour des questions de lutte contre le réchauffement climatique, qui est quand même un enjeu quand même primordial, premier, et puis aussi pour éviter notre dépendance. Et donc nous avons besoin
nous Français, nous Européens, d'inventer aussi notre modèle énergétique qui doit passer d'abord par les énergies renouvelables et dans les années qui viennent aussi par l'énergie nucléaire, car nous aurons besoin, car celles et ceux qui sont contre les énergies fossiles ne peuvent pas être contre l'énergie nucléaire aujourd'hui, parce que sinon nous serions en grosse difficulté. Donc voilà, ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas réfléchir à l'après-nucléaire, car viendra aussi l'après-nucléaire. Mais pour l'instant, nous sommes dans le nucléaire et nous avons besoin du nucléaire pour sortir de l'économie carbonée et faire en sorte qu'en développant les énergies renouvelables, nous puissions construire notre propre modèle énergétique et notre propre indépendance. Que oui, que non. Est-ce que vous serez candidat en 2022 ? C'est probable. À quoi ? C'est la question. Pas à la présidentielle. Ah, c'est sûr ? Oui. Et comme il ne reste qu'une autre élection. Très bien. Que oui, que non. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en 15 secondes le bicamérisme ? Est-ce que je peux ? Oui, c'est tout simple. En 15 secondes. Hein. Oui, en 15 secondes, eh bien, c'est deux assemblées, l'Assemblée nationale et le Sénat, qui permet d'avoir une navette parlementaire et un travail législatif plus pondéré, plus mesuré, une chambre venant équilibrer l'autre. Pas mal. Mais ça veut dire aussi que les projets de loi passent d'une chambre à l'autre, quoi. Vous échangez, c'est ça ? Ah ben, un texte qui est voté à l'Assemblée passe par le Sénat, puis revient à l'Assemblée nationale au dernier mot si il n'y avait pas de vote conforme. Je trouve que c'est un modèle qu'il faut assumer parce qu'une assemblée n'a pas forcément toujours raison à tout moment contre tout le monde. Et dernier que oui, que non, est-ce que vous avez déjà été indécis dans votre vie ? J'ai déjà été indécis ? Ah oui, bien sûr. Parfois, on ne sait pas, il faut le dire, oui. Il y a des sujets sur lesquels je n'ai pas forcément d'avis. J'essaie de m'en forger un en écoutant à la fois mes concitoyens, mais en écoutant aussi les experts. Et puis après, il faut essayer de se faire un avis. Oui, puis parfois, vous êtes obligé de vous faire un avis parce qu'on vous demande de voter. Et vous savez qu'il y a 51% d'avantages, 49% d'inconvénients, mais s'engager en politique, c'est choisir aussi. Et il faut que ce choix soit le choix parfois le meilleur ou le moins mauvais. Et tout ça nécessite beaucoup d'engagement et beaucoup de travail, beaucoup d'écoute aussi, et de respect de l'autre. Vous êtes toujours de droite ? C'est pas un que oui, je que suis non. issu de la droite, oui, j'étais porte-parole d'Alain Juppé, d'une droite modérée, profondément humaniste, européenne, qui est pleinement engagé aujourd'hui dans la majorité présidentielle d'Emmanuel Macron. Je suis avec Édouard Philippe dans le parti Horizon. J'y suis bien parce que je pense que c'est un homme d'État de grande envergure. Voilà, quand je vois un certain nombre de LR courir après Éric Zemmour ou après Marine Le Pen, je crois qu'ils ont perdu leur boussole républicaine. Quand M. Ciotti, par exemple, nous explique qu'il préfère Zemmour à Emmanuel Macron, ou quand le vice-président des Républicains, M. Platré, parle d'épuration ethnique dans certains quartiers de France, je suis quand même très inquiet pour l'avenir de notre pays. Et moi, je préfère la modération, les fondamentaux démocratiques et républicains. Je crois que nous devons profondément les défendre parce que dans le monde qui vient, je crois qu'il faut un peu de solidité, savoir tenir un cap et une vision et ne pas courir après le pire de ce qui existe en politique. On va terminer là-dessus. Merci beaucoup. Merci à vous. Monsieur Pierre-Yves Bournazel, je rappelle que vous êtes député de Paris pour Agir. Donc, c'est le nom de votre parti, de votre mouvement politique dans la majorité présidentielle. Merci et à bientôt. Merci à vous. Restez sur la chaîne Bâtir en Ile-de-France. Baladez-vous, allez voir toutes les interviews qu'on a faites. On a reçu plein d'hommes et de femmes politiques pour parler logement, aménagement du territoire. Découvrez, abonnez-vous, likez et à très vite sur la chaîne.